Une entreprise ivoirienne et une entreprise italienne spécialisée dans la transformation et le conditionnement de produits vivriers viennent de signer un accord de partenariat. Montant global du projet est plus de 16 milliards de francs CFA. Plus de 3000 enfants venus d'Abidjan et de Dabo ont été couverts de cadeaux par la première dame, Madame Dominique Ouattara. C'était hier lors du traditionnel arbre de Noël de la Fondation Children of Africa. Un avion d'Air France assurant la liaison entre l'île Maurice et Paris a fait un atterrissage d'urgence à Mombasa au Kenya. Un objet suspect ayant été découvert à bord. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à l'Africité, à la 7e édition de cette rencontre des élus locaux qui se tient chaque 3 ans. Et cette 7e édition s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud. Notre invité, le président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Koné Kafana, maire de la commune de Yopougon, qui était en Afrique du Sud. Monsieur le président de l'UVICOSI, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI1. Le traditionnel arbre de Noël de la Fondation Children of Africa s'est tenu hier samedi dans les jardins du palais présidentiel en présence de la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame, Madame Dominique Ouattara. Plus de 3000 enfants venus d'Abidjan et de Dabo ont été couverts de cadeaux. Abiba Dambélé, Saoué. Les jardins du palais présidentiel transformés en une vaste cour de récréation. Ce samedi après-midi, nous sommes au traditionnel arbre de Noël qu'organise chaque année la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'événement, qui connaît plus de 20 ans d'existence, allie à la fois la magie de Noël et l'opportunité pour des milliers d'enfants de découvrir le palais présidentiel. D'ailleurs, ils ne cachent pas leur émotion. C'est le premier Noël que je fête au palais présidentiel. Je suis vraiment contente d'être venue. Je veux dire merci à maman Dominique Ouattara, que Dieu la bénisse. Je suis contente. Je dis merci à maman Dominique Ouattara pour ce cadeau de Noël. Ça me fait plaisir d'être ici à cause de maman Dominique Ouattara. J'aime bien maman Dominique Ouattara. Plus de 3000 enfants issus des communes d'Abidjan et de Dabo ont pris part à cette fête de Noël avant l'heure. Tous ont été couverts de cadeaux par maman Dominique Ouattara, une maman pour qui le porte-parole des enfants n'a pas tari d'éloges. Maman Dominique, merci, merci, merci. Ce 19 décembre représente une lumière dans notre cœur, une lumière qui brillera toujours, comme on le dit chez nous. C'est le jour de notre jour. Se retrouver ici, dans ce magnifique jardin du palais présidentiel pour s'amuser et vous approcher est le meilleur des cadeaux pour nous. En plus des cadeaux, la première dame, Dominique Ouattara, a également partagé la joie des tout-petits, une joie qui cette année ne sera pas seulement réservée aux enfants d'Abidjan. Mes chers enfants, la célébration de Noël est un moment de l'année que j'affectionne particulièrement. C'est l'occasion pour moi de passer du temps avec vous et de vous faire plaisir en vous offrant de nombreux cadeaux. Il s'agit d'un véritable moment de joie renouvelé à chaque occasion de l'année. L'arbre de Noël de la Fondation est aussi un important moment de retrouvailles durant lequel les enfants venus de tout Abidjan et de quelques villes de l'intérieur du pays se retrouvent pour vivre ensemble la magie de Noël. Durant cet instant unique, le palais présidentiel ouvre ses portes à 3000 enfants qui viennent y passer des moments merveilleux. Pour mes chers tout-petits qui n'ont pas pu être présents parmi nous et pour les enfants de l'intérieur du pays, nous avons, comme chaque année, préparé des arbres de Noël éclatés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Plus de 12 000 enfants pourront en bénéficier et passer un Noël agréable. Après le palais présidentiel, Dominique Ouattara s'est rendu à l'île Enchantée, un parc d'attractions géant et gratuit pour les enfants en plein cœur du plateau. C'est une initiative du district autonome d'Abidjan. Là encore, maman Dominique s'est adonnée au même exercice, témoignant ainsi de sa passion pour les enfants.
Abiba Dambélé Saoué, le vice-président exécutif du réseau Si tous les ports du monde, Loïc Fremont, a été reçu par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Il y a de cela 2 ans, Loïc Fremont était en Côte d'Ivoire pour présenter au chef du gouvernement son projet de voir la Côte d'Ivoire appartenir à ce grand réseau pour lui permettre de bénéficier des avantages. Sa présence au cabinet du Premier ministre pour cette seconde fois est de réitérer sa demande. Si tous les ports du monde est un réseau international dont le but est de promouvoir les échanges économiques et culturels entre ses membres et mettre en place des partenariats durables. Nous écoutons justement Loïc Fremont. Il y a 2 ans pour un projet d'appartenance, enfin d'adhésion de la Côte d'Ivoire au réseau Si tous les ports du monde. C'est un réseau qui a maintenant 15 ans, qui fédère 20 sites portuaires à travers le monde dans 10 pays. Donc ce travail a été amorcé lors de ma première visite il y a 2 ans et maintenant avec M. Armand Akobé de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, nous partageons la vice-présidence de ce réseau puisqu'en effet, la présidence cette année était française. Pendant la présidence française, ils sont partis de Saint-Malo et de Rennes, qui était le siège. Cette année, ils partent du Québec et l'année qui suivra, donc ça sera la Côte d'Ivoire. Pendant sa présidence, tous les projets qui vont irriguer le réseau seront centrés sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les projets partiront d'ici. L'enjeu ici, c'est une opportunité supplémentaire. On ne remplace pas du tout les grands organismes. On est un réseau de facilitateurs à but non lucratif, mais qui fédère quand même près de 7 chambres de commerce à travers le monde, des unions patronales, des villes, des théâtres, des groupes de recherche. Le Forum des médias africains de Marrakech a pris fin hier, samedi au Maroc, un forum initié par l'Organisation de la coopération islamique autour du thème images et opportunités d'investissement. Plusieurs panels ont permis aux hommes de médias, autorités gouvernementales, dont la ministre ivoirienne de la communication, présent de mettre en place plusieurs angles de réflexion sur l'apport des États pour une presse efficace et professionnelle. Franck Kouadjo est notre envoyé spécial au Maroc. Le forum des médias sur le continent africain a pris fin à Marrakech. Durant 2 jours, les acteurs des médias sous la férule de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, et le Maroc ont réfléchi. L'objectif, faire des médias un partenaire privilégié pour une Afrique plus attractive en termes d'investissement et d'opportunités. Travailler sur le développement d'un réseau de journalistes pour développer les acquis et aussi travailler pour un avenir d'Afrique. Mais pour que cela ne soit pas un vœu pieux, il faut des initiatives. Les journalistes africains présents ont fait des recommandations. Le besoin de formation, les échanges culturels, entre autres, mais surtout améliorer l'image du continent en abrogeant sans délai les lois liberticides sur la presse et en adoptant rapidement des lois sur l'accès à l'information pour renforcer la démocratie. Des recommandations à l'endroit de l'OCI. Le secrétaire général de l'organisation, Iyad Amin Madani, est favorable. Les États africains commencent à prendre conscience. Ils sont dans une dynamique positive, note-t-il. Bamba Afoussiata Lamine, ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire, le confirme. Elle situe l'intérêt de ces 2 jours de réflexion. Les médias sont également confrontés à d'autres défis, notamment les pressions économiques et politiques, la difficulté d'accès aux capitaux et aux données commerciales, la faiblesse des niveaux de professionnalisme et d'éthique, la rapidité de changement du paysage technologique. Par ailleurs, contrairement aux autres domaines de la gouvernance démocratique et du développement du secteur des médias, nos médias bénéficient de la part des partenaires au développement d'aides peu consistantes. De plus, ces aides ne font l'objet d'aucune stratégie visant à placer ces médias au cœur des programmes nationaux. Les recommandations générales se sont articulées autour d'un effort accru pour la lutte contre les stéréotypes, la formation et le développement des capacités, le renforcement de la coopération, ainsi que de meilleurs mécanismes de communication.
Vous l'avez vu, ils étaient plusieurs hommes de médias qui ont donc pris part à ce forum. Certains ont bien voulu réagir pour donner leur point de vue sur justement ce forum. Et nous allons retrouver une fois de plus notre envoyé spécial, Franck Wadio. Inciter les gouvernants, institutions et entités professionnelles à donner plus de marge de manœuvre aux médias, notamment la presse. Le 7e art, entre autres, l'idée a parcouru toutes les résolutions au cours de ce forum sur les médias africains de Marrakech. Pour nombre de journalistes présents, l'idée doit être formalisée. Et cela, c'est un gros défi. Il faut que les médias africains, et surtout les gouvernants, prennent conscience que c'est l'union qui fait la force. Face aux puissances des médias occidentaux, il s'agit aussi de renforcer les capacités des hommes des médias. Il s'agit de former les journalistes. Il s'agit de mettre à leur disposition tous les atouts que possède notre continent. Tant que nous vivrons sous la domination du regard des autres, qui est souvent un regard oppressif, qu'on le veuille ou pas sur nous, regard de dévaluation, de défiguration, etc., on ne pourra pas avancer. Mais déjà, il faut un accès à l'information équilibré. La loi sur l'accès à l'information ne doit pas être considérée comme une loi spécifique pour les journalistes. C'est une loi aussi pour tout citoyen dans le pays où cette possibilité est offerte, de pouvoir aller chercher l'information d'intérêt général auprès de ceux qui détiennent cette information-là. Mais l'Afrique, dont l'agenda médiatique est souvent dicté par l'étranger, véhicule souvent un message édulcoré. Pour les représentants du Niger, les Africains doivent accentuer les efforts sur les préoccupations du moment. Le terrorisme, par exemple. Pourquoi devons-nous en permanence attendre que l'aide ou l'appui nous vienne d'ailleurs, alors que nous sommes membres de l'OCI? En somme, d'énormes attentes à l'issue de ce forum. Selon de nombreux avis, il devrait être pérennisé. Franco Kwadjo, revenons en Côte d'Ivoire. Nous vous le disions dans nos titres, une entreprise ivoirienne et une entreprise italienne spécialisée dans la transformation et le conditionnement de produits vivriers viennent de signer un accord de partenariat. Un montant global du projet, plus de 16 milliards de francs CFA. Christelle Nda connaît Pargasoro. L'implantation d'une usine de transformation de tomates et de conditionnement de produits vivriers à Yamoussoukro. La réalisation d'un projet de séchage du cacao et du café à froid. Ces deux projets d'un montant de 16,4 milliards de francs CFA viennent de prendre forme au cours de la signature d'un accord de partenariat entre les sociétés agromixtes et Self Globe. C'est vraiment pour répondre à la politique gouvernementale de création d'emplois et de création de richesses que nous sommes engagés dans ce partenariat. On a donc commandé du matériel qui arrive. Je pense que d'ici 2 mois, on va commencer les premiers chantiers. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Il faut valoriser l'agriculture. Et donc, je suis tellement motivé à contribuer dans ce secteur et voir les frères évoluer dans cette filière de l'agriculture. Et donc, il était opportun que je vienne, que je constitue, que je m'associe avec une société ivoirienne. Ce partenariat est l'œuvre des rencontres entre entrepreneurs ivoiriens et italiens organisées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, à l'occasion de l'exposition universelle Expo Milano 2015 tenue en Italie du 1er mai au 31 octobre 2015. Nous démontrons par cet acte que la promotion qui est faite à l'extérieur porte ses fruits. C'est un partenariat entre 2 entreprises qui interpelle, je dis aujourd'hui, les PME pour dire que c'est possible. La signature de cet accord de partenariat relatif à l'implantation d'usines va permettre de créer environ 600 emplois directs. La campagne 2015-2016 de la commercialisation de l'anacarde s'ouvre dans le premier trimestre de l'année prochaine. Pour une production de qualité et de quantité, le Conseil du coton de l'anacarde veut installer dans tous les villages de production des comités pour un encadrement efficient des producteurs. C'est le cas de la localité de Séguéla. Soro Corona, Abdul Kader, Segodogo, RTI Boaké. La campagne 2015-2016 de commercialisation de l'anacarde se prépare activement sur le terrain. 574 comités villageois dans 23 sous-préfectures des régions du Ourodougou, du Béré et du Haut-Sassandra ont été installés.
Ces comités villageois composés de 3 personnes par village auront pour mission de sensibiliser les producteurs au respect des bonnes pratiques agricoles pour une meilleure production. Ils doivent également veiller à la distribution des sacs brousses aux producteurs et contrôler les documents autorisés pour les acheteurs et pisteurs. Pour la réussite de cette mission, le Conseil du coton et de l'ANACAD a initié une session de formation. Ces comités villageois, pour nous, doivent répondre à une organisation primaire des producteurs à la base à travers une structuration que nous appelons comité villageois. Cela permettra aux producteurs de maximiser leurs coûts de revenus parce qu'ils seront aptes à eux-mêmes à rediscuter d'autres prix avec les différents acheteurs qui seront agréés par le Conseil pendant la campagne. À Mankono comme à Séguéla, les sous-préfets, présidents de ces comités villageois, ont été exhortés à s'impliquer pour le respect des dispositions commerciales en vigueur au titre de la campagne prochaine. Le délégué régional du Conseil du coton et de l'ANACAD invite les comités villageois à former et organiser les ventes groupées, seul gage du strict respect du prix Borchamp. Pour la campagne dernière, la zone de Séguéla a produit plus de 76 000 tonnes et a été classée première zone productrice d'ANACAD en Côte d'Ivoire. L'inspection générale d'État vient de procéder au lancement du 2e forum intergouvernemental sur la mise en œuvre de l'approche d'audit basée sur les risques au profit des structures de contrôle d'État. Un concept de réforme essentiel dans le système pour renforcer les organismes de vérification des chiffres. Lancé de Bakayoko, Adama Kodé. L'audit basé sur les risques ou le contrôle de la gestion financière, un pilier fondamental dans l'efficacité de l'administration publique. Cette approche déployée par l'Inspection générale d'État a été possible grâce à l'appui du don de gouvernance et de développement institutionnel, DGDI. Pour cette seconde phase, 3 ministères font leur entrée dans le processus. Il s'agit du ministère du Transport, du ministère des Infrastructures économiques et du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Dans un environnement caractérisé par la rareté des ressources, l'approche basée sur les risques pourrait constituer un complément naturel des autres réformes engagées par le gouvernement. En l'occurrence, la mise en place de la gestion axée sur les résultats, les budgets programmes qui donneront davantage de responsabilités au ministère sectoriel. Il s'agit pour les corps de contrôle de cibler leurs efforts en fonction des objectifs prioritaires de l'État. Pour l'Inspection générale d'État, la promotion de cet outil dans notre administration en général et dans nos structures de contrôle internes et externes est un acte important de modernisation des méthodes d'études et d'investigation. C'est en 2013 que la première phase a été lancée dans 2 sites pilotes. Le ministère en charge de l'économie et des finances et le ministère de la santé et de la lutte contre le sida. Tout autre chose, à présent, le comité de pilotage du projet de conservation des ressources naturelles Corena, financé dans le cadre de la première phase du contrat de désendettement de développement CDD 2012-2015, a fait le bilan de ses activités. Bilan jugé satisfaisant par les bailleurs, nous dit Venance Eman Niamien. Les activités du projet de conservation des ressources naturelles de Côte d'Ivoire, financé dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD, avancent bien. Toutes les 4 composantes du projet ont eu un début d'exécution depuis la levée en novembre 2014 de la condition suspensive au premier décaissement par l'Agence française de développement AFD. Le projet a commencé timidement, mais grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes, nous avons atteint, je vais me permettre, la vitesse de croisière. Nous avons fait l'exercice au mois de juillet dernier et nous avons noté un taux d'exécution technique et d'exécution financière, vraiment un taux satisfaisant. Durant l'année 2015, des plans d'activité annuels et des plans de passation des marchés ont été élaborés et mis en œuvre. La composante préservation des parcs et réserves, présentée à cette réunion par le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, révèle que beaucoup a été fait, même s'il reste encore des points à corriger. Ce projet ne concerne que 3 parcs nationaux. Pour ce qui concerne les 2 premiers parcs, c'est-à-dire Azagny et Monsangué, c'est tout le système de gestion qui est mis en œuvre. C'est vrai qu'au parc national de la Comoé, il y a quelques retards, mais il faut dire que ce projet n'a plus que l'aspect aux populations riveraines. À l'issue des différentes présentations, l'Agence française de développement AFD
représentée à cette cérémonie par sa chargée de mission, se dit satisfaite de l'exécution du projet. Nous sommes satisfaits et même très satisfaits de la mise en œuvre de ce projet qui, en 2015, a déjà pu mettre en œuvre des activités très importantes pour la conservation des parcs naturels. Ce sont 10,8 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par l'État français dans le cadre du financement des activités de la première phase du contrat de désendettement et de développement C2D pour la période 2012-2015. Dans la dynamique de la COP 21, 123 gouvernements locaux, dont la RDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ont adhéré à un accord sur le leadership climatique mondial. Une décision qui les engage à mettre en œuvre des mesures ambitieuses face aux défis climatiques. Kwasi Mamadou. Le réchauffement climatique qui frappe la planète pourrait connaître une atténuation dans quelques années, à condition que les décisions prises à la 21e conférence des parties sur le climat soient respectées et exécutées. Et les collectivités territoriales ainsi que la population, victimes des conséquences du changement climatique, doivent être les principaux acteurs de la nouvelle politique. Dans cette dynamique, la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, a été invitée à adhérer à l'accord sur le leadership climatique mondial, un accord qui l'engage à mettre en œuvre des mesures ambitieuses face aux défis climatiques, afin de limiter le réchauffement global à 2 degrés d'ici 2100. Et d'assurer la résilience de sa communauté. Vous savez, quand on parle de changement climatique, ça commence d'abord par l'environnement des populations. Et comme on le dit, c'est les populations qui sont les premières à ressentir. Donc ça va commencer d'abord par l'éducation des populations, bien sûr, les activités comme les feux de brousse, les activités comme l'orpaillage clandestin sont des réalités dans nos régions. Sur 31 régions de la Côte d'Ivoire, 20 régions sont victimes de l'orpaillage anarchique. Vous savez que tout ça détruit la faune et la flore. Donc déjà, il y aura la sensibilisation, la formation, l'information et la protection. Avec cette signature, l'Assemblée des régions du district de Côte d'Ivoire fait donc désormais partie d'un collectif de 123 gouvernements locaux et nationaux à travers le monde, tous engagés pour le développement durable. Autre sujet dans cette édition, la lutte contre l'impunité dans les armées en Côte d'Ivoire se poursuit. Un maréchal des logis en service à l'escadron de Koumassi a comparu devant le tribunal militaire pour des faits d'abus sexuels, violation de consignes et racket. Reconnu coupable, ce gendarme a été condamné à une peine de 4 ans de prison ferme. Abou Sanogo. 4 années de prison ferme pour abus sexuels. C'est la peine infligée par le tribunal militaire à un gendarme en service à l'escadron de Koumassi. Les faits: désigné chef à un poste d'observation au carrefour du camp commando de Koumassi, il interpelle un taxi, fait descendre les 2 jeunes filles à bord et les soumet à un contrôle d'identité. Le maréchal des logis découvre que l'une d'entre elles n'a pas ses pièces. Elle est sommée de payer la somme de 2000 francs CFA. La jeune dame est ensuite conduite à 50 mètres du poste d'observation. Et loin de tout regard et sous la menace de son arme, le gendarme abuse d'elle, puis la contraint à lui remettre la somme de 2000 francs CFA. Pour le parquet militaire, ce gendarme a commis en un seul acte 3 infractions. En contrôlant les pièces de véhicules et des personnes, alors que la mission d'observation qui lui était assignée ne le lui permet pas, il commet une violation de consigne. En obligeant la dame à entretenir des rapports intimes sans son consentement, il commet un attentat à la pudeur. En se faisant remettre par la contrainte la somme de 2000 francs CFA, il commet le délit d'extorsion de fonds ou de racket. C'est donc pour ces 3 infractions qu'il a comparu devant le tribunal militaire. Dans son réquisitoire, le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame a demandé au tribunal de le condamner afin que cela serve de leçon aux autres éléments des forces de l'ordre pour que ceux-ci sachent qu'ils ont pour mission la protection de la population. Alors que le parquet avait demandé 3 années de prison ferme, les jurés, eux, ont été plus sévères. Le maréchal des logis a été condamné à 4 années de prison ferme. Parlons maintenant d'éducation. Les anciens élèves du lycée moderne 1 de Toumoudi se sont rendus dans leur ancien établissement. Ils y étaient pour la 4e fois consécutive depuis 2012 pour célébrer les meilleurs élèves des différentes promotions de l'année scolaire 2014-2015. Vénancé Maniamia.
Ce sont les 12 majors de promotion du lycée moderne 1 de Toumoudi, dont les moyennes oscillent entre 13 et 17 sur 20, qui viennent d'être primés. Ils ont reçu de leurs aînés des tablettes électroniques, des téléphones, des livres et des ramettes de papier, le tout d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Je suis vraiment ému d'avoir reçu ce prix. Vraiment, c'était dans mon intention d'être le premier des classes. C'est bon. J'ai tout fait pour être le premier des classes. Et vraiment, ces prix vraiment m'ont encouragé à pouvoir travailler. Je pense que le bac, je l'aurai avec la mention. Quant au major des majors du second cycle de l'année 2014-2015, avec 16,18 sur 20, Kofi Wilfried, élève en classe de seconde C, en plus de son prix, a reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA. Selon les initiateurs, cette cérémonie vise à inciter les élèves au travail bien fait et aussi à créer en leur sein l'émulation. Il nous importait d'inculquer le goût de l'effort, l'amour des études aux élèves. Ce qui s'est passé là permettra aux élèves vraiment de véritablement prendre conscience que rien ne peut se faire sans les études. Outre les élèves primés, Kwasi Jean-Pierre et Begré Lata Vital, tous deux professeurs d'anglais, reconnus meilleurs enseignants de l'année écoulée, l'un pour le premier cycle et l'autre pour le second cycle, ont également reçu chacun une enveloppe de 100 000 francs CFA. Le troisième grand titre de cette édition, un avion d'Air France assurant la liaison entre l'île Maurice et Paris a fait un atterrissage d'urgence à Mombasa, au Kenya. Un objet suspect a été découvert à bord. Des analyses sont en cours. Le Boeing 777 avait 459 passagers et 14 membres d'équipage à son bord. Tous ont été évacués après l'atterrissage de l'avion, mais un passager serait en garde à vue pour nécessité d'enquête. 1985-2015, cela fait 30 ans que le Kiyimbok existe. La célébration officielle de ce trentenaire a démarré jeudi dernier au village Kiyi à la Riviera 2. Au menu, des échanges, danses, spectacles, colloques artistiques. Les festivités prennent fin demain lundi. Saïo Abousadogo. Le Kiyimbok a 30 ans. La célébration de ce 30e anniversaire a démarré au village Kiyi à la Riviera 2. Pendant 4 jours, l'occasion est donnée au public d'en savoir un peu plus sur cette compagnie qui a formé de nombreux jeunes Africains. En 30 années, Were Liking a pu asseoir son rêve panafricain. On est resté fidèle quand même à une philosophie de base et qu'on a travaillé sur la base de cette philosophie avec les techniques pédagogiques traditionnelles. Donc c'est une question de valorisation de nos cultures. Et puis ce groupe a fini par créer tout un mouvement panafricain. Mysticité, spiritualité et créativité font de l'esthétique kiyiste de Were Liking. Il était donc important pour nous de nous interroger sur sa science. Quelle est son esthétique? Et aussi bien dans l'écriture, dans la chorégraphie, dans la dramaturgie que dans la peinture, Were Liking excelle. Le Kiyimbok a permis à plusieurs jeunes Africains de se doter d'un métier et d'embrasser une carrière artistique. On a une formation vraiment bien remplie. Ici, on apprend beaucoup de choses. Voilà, la polyvalence est l'une des qualités de la formation ici. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir fêter ces 30 ans et de pouvoir partager cette transmission que Were Liking a pu nous dire aujourd'hui, qui est vraiment une initiation qui va pouvoir donner à tous les jeunes Africains une véritable culture. Échanges, danses et spectacles sont au menu de ce 30e anniversaire du Kiyimbok qui s'achèvera le 21 décembre prochain. Le chapitre religion de cette édition, cela fait 102 ans que l'église Aris existe dans le monde. Depuis juillet 2013, elle célèbre les festivités marquant son centenaire dans les différentes églises du monde, en particulier celle de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Estelle Brou, venant Seman, Niamey. Après 2 ans de célébration éclatée du centenaire de l'église Aris, l'heure est à la clôture. Et pour cette cérémonie qui a lieu au stade Félix Houphouët-Boigny, les fidèles chrétiens Aris ont effectué nombreux les déplacements. Cette célébration a été l'occasion pour le patriarche Nanguya Diako Faustin de rendre gloire à Dieu pour ses 100 ans d'existence de l'église Aris. Nous avons voulu témoigner à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Cette célébration, on a reconnu des frères et des sœurs qui vous disent « Nous avons été tous des aristes ». Il a eu un apport énorme.
dans la pacification. Il a eu un apport énorme dans la transformation des hommes. Et c'est cela que nous célébrons. Pendant 2 ans, toutes les églises Harris ont célébré dans la joie leur centenaire. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour les fidèles de traduire encore leur attachement à Dieu. Le centenaire, c'est le moment d'un départ nouveau. Sentiment de fierté et de joie, d'avoir été des héritiers d'une œuvre positive, d'une œuvre messianique qui a été accomplie par un serviteur. Nous sommes convaincus que c'est un départ nouveau, c'est une ère nouvelle. Cette cérémonie de clôture a vu la participation des différentes églises Harris du monde. Des délégations sont donc venues, entre autres de la France, du Bénin, du Togo et du Ghana. Depuis 102 ans, l'église Harris œuvre pour la paix et la cohésion dans le monde. Créée par le prophète William Wadé Harris, cette église a pour mission de faire connaître l'évangile de Jésus dans le monde entier. Les fidèles chrétiens de l'église évangélique, la mission internationale de la foi en Jésus ont organisé une fête de moisson à Abobo, occasion pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Nous allons retrouver une fois de plus Venant Seman Niamia. Dieu a veillé sur eux durant toute l'année écoulée. Il leur a permis d'avoir de quoi satisfaire leurs besoins. En reconnaissance de tous ses bienfaits à leur égard, ils ont décidé de le magnifier et de lui rendre gloire pour sa présence dans leur vie. Et ce sont les fidèles chrétiens de l'église Mission internationale de la foi en Jésus. En organisant cette fête de la moisson qui est à sa 10e édition, ces fidèles chrétiens veulent témoigner davantage leur attachement à Dieu pour son infinie bonté. Nous organisons cette fête de moisson. C'est une manière pour l'Église de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Il faut reconnaître que la force, le souffle de vie, la respiration, tout ce que nous avons vécu ne vient pas de l'homme même, mais vient de Dieu. Donc il faut marquer un temps d'arrêt et donner gloire à l'Éternel des armées. Au cours de cette fête de moisson, plusieurs fidèles ont rendu des témoignages sur les miracles que Dieu a opérés dans leur vie. En plus des témoignages, ils se sont également manifestés en achetant les objets vendus aux enchères, sans oublier de prier pour la cohésion entre les Ivoiriens et la paix durable en Côte d'Ivoire. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à l'Africité, à la 7e édition de cette rencontre des élus locaux qui se tient chaque 3 ans. Et cette 7e édition s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud. Notre invité est le président de l'UVCOSI et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Koné et Kafana, maire de la commune de Yopougon, qui était en Afrique du Sud. Merci, monsieur le maire, d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré et Sita Soro sur la 7e édition de ce forum Africité qui s'est tenu en Afrique du Sud, où le stand de la Côte d'Ivoire était très bien animé. Construire le futur de l'Afrique avec ses populations, contribution des autorités territoriales à la prospective 2063, c'était le thème de la 7e édition des Journées panafricaines des autorités locales et territoriales. Organisée régulièrement tous les 3 ans par cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, Africité est un rendez-vous pour les autorités locales de l'Afrique pour évaluer la mise en œuvre des politiques de décentralisation en Afrique. La Côte d'Ivoire a organisé à son stand une journée spéciale pour manifester sa confiance dans les échanges entités décentralisations africaines et marquer sa disponibilité à y contribuer efficacement. On note aussi le renforcement de la coopération entre les communes ivoiriennes et celles du Maroc. La journée spéciale ivoirienne a été marquée par la signature d'un protocole d'accord entre l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et un partenaire. Ce protocole d'accord vise à mettre en place un partenariat stratégique pour la création de stations-service à eau potable en vue de faire cesser la vente d'eau de façon informelle. Parmi les innovations apportées à l'édition 2015, le Salon Africité a mis en place une bourse de projets et partenariats. Bourse réservée uniquement aux exposants du salon et aux congressistes. L'objectif est de recueillir à l'avance les besoins des villes et collectivités territoriales d'Afrique en vue de les soumettre aux partenaires potentiels susceptibles de proposer des solutions. Rappelons que la première édition d'Africité a été organisée en Côte d'Ivoire en 1998.
L'Africité a été organisée en Côte d'Ivoire en 1998, rencontre des élus locaux. Monsieur le maire, je voudrais bien vous demander, pour revenir un peu sur ce que Sita Soro et Astou Touré ont dit, c'est quoi l'Africité, selon vous? L'Africité est une initiative de l'Union des cités et gouvernements locaux d'Afrique. C'est une organisation continentale qui est répartie en 5 régions d'Afrique. Et donc c'est une initiative de l'Union des collectivités territoriales d'Afrique et qui rassemble l'ensemble des élus pour effectivement faire le point des avancées en matière de décentralisation, mais surtout faire des échanges d'expériences, aussi bien donc, entre les régions qu'entre les communes. Donc cette initiative est programmée tous les 3 ans et se déroule dans une région, dans une des 5 régions. C'est à ce sujet, à cet effet d'ailleurs, que la Côte d'Ivoire a été donc la première à organiser donc cet événement en 1998. Et puis pour la 2e fois dans notre région, c'est le Sénégal qui en 2006 a donc abrité cette organisation. En Afrique du Sud, c'était donc la 7e édition de cette rencontre continentale. 7e édition, c'était en Afrique du Sud, c'était votre première participation en tant que... En tant qu'élu local, oui, c'était ma première participation. Cependant, j'ai participé au lancement qui a eu lieu en 2014 dans la même cité à Johannesburg. Alors, très bien. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe à ce forum? Mais c'est un forum, comme on le dit, c'est un lieu d'échange, d'expérience. D'abord, donc, c'est à cette occasion que l'organisation continentale fait le point donc, des activités au niveau du continent en matière d'avancée et de la décentralisation. Mais c'est un certain nombre d'ateliers qui sont animés. Cette fois-ci, il y avait 86 ateliers. Et vous imaginez donc la quantité de ces thèmes. Et nous, Côte d'Ivoire, nous avons choisi 17 thèmes auxquels nous avons participé. Il faut préciser que la Côte d'Ivoire était représentée par une 50aine de personnes, dont 25 élus municipaux. Alors, monsieur, 1998-2015, 7e édition. Alors, vous êtes le président de l'UBIC aussi, vous avez participé à cette autre édition, la 7e édition justement. Vous avez, ça vous fait 2 éditions, vous l'avez dit à l'instant. J'ai plutôt participé au lancement de la 7e édition. Voilà, le lancement de la 7e édition. Donc, enfin, après cette édition, est-ce que depuis 1998 jusqu'en 2015, est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que ce que vous avez voulu atteindre au niveau des élus locaux, même si vous n'étiez pas là, est-ce que vous pensez que l'Afrique n'est qu'au début de cette opération de décentralisation? Et donc, dire que les objectifs sont atteints, non, mais on peut être optimiste dans la mesure où les élus locaux d'Afrique se sont entendus pour, de façon périodique, faire le point de cette décentralisation. Et je dois ajouter d'ailleurs que ça a été l'occasion de demander aux élus locaux dans leurs pays respectifs la charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation qui ont été adoptés par l'organisation continentale, l'Union africaine à Malabo en juin 2014. Ça a été l'occasion de demander aux associations locales d'intercéder donc auprès de leurs gouvernants pour que cette charte qui comporte donc l'ensemble des valeurs adoptées par l'UA, que cette charte soit adoptée, soit ratifiée par les différents pays pour la rendre opérationnelle. Je dois dire que donc, quand vous regardez le contenu de cette charte, c'est une conscience intercontinentale qui exprime, qui affirme la place des gouvernements locaux, des collectivités territoriales dans le développement. Et donc, c'est le pilier, et les collectivités territoriales ont été reconnues comme étant piliers du développement et de la gouvernance au niveau local. Donc, à partir de cette reconnaissance, nous sommes confortés dans les plaidoyers que nous allons pouvoir mener au niveau continental comme au niveau local et régional.
Très bien. Monsieur, mais l'Africité a des partenaires techniques de la Côte d'Ivoire, Sénégal, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Récemment, vous avez des partenaires techniques. Qu'est-ce que ces partenaires techniques apportent aux élus locaux? Ces partenaires techniques au niveau d'Africité, par exemple, accompagnent l'organisation dans l'organisation de ces manifestations, mais surtout appuient les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des différents projets qui sont nécessaires pour le développement local. Donc à cette occasion, d'ailleurs, il y a des partenaires techniques qui ont présenté des projets et qui avaient également donc des stands qui ont permis effectivement aux collectivités locales de connaître leur capacité, ce qu'ils peuvent apporter au développement local. Donc ils ont présenté, c'est ainsi que nous avons signé la convention avec la société qui est chargée de traiter les eaux, quelles qu'elles soient, de manière à donner de l'eau potable dans les localités où la distribution de l'eau courante n'est pas assurée. Et cela justement m'amène à vous demander, monsieur le maire, alors qu'est-ce que l'on peut retenir du forum de Johannesburg? Du forum de Johannesburg, il faut retenir que tout d'abord ce que je viens de dire, la question de la charte africaine de la décentralisation qui est placée donc au cœur de notre action et pour laquelle nous sommes conviés à mener donc à plaider. Et de deux, c'est que l'organisation continentale a décidé de placer au cœur de son action le plaidoyer à tous les niveaux pour que les collectivités territoriales africaines prennent leur place entière dans le développement local, mais aussi sur le plan international. C'est ainsi que l'Afrique du Sud va représenter le continent au niveau mondial et sera candidate donc pour occuper le poste de président mondial. Et il faut donc ajouter qu'en plus de cela, notre action, notre intérêt dans le changement climatique a été affirmé et bien entendu à Paris, le président de notre organisation, le maire de Dakar, était présent, ainsi qu'un certain nombre d'élus africains pour affirmer la place de l'Afrique et l'intérêt de l'Afrique au changement climatique. Alors justement, pour que la Côte d'Ivoire puisse profiter de ces forums, à ce forum, justement, cette 7e édition, vous avez noué certainement plusieurs contacts. Oui, nous avons noué plusieurs contacts, aussi bien collectifs qu'individuels. Mais ce que je peux dire, ce que je peux noter comme contact en dehors de la convention dont je viens de parler, nous avons établi des contacts. Nous nous sommes engagés avec notre organisation sœur du Maroc à engager des rapports dans les prochains mois, des rapports de collaboration pour faire en sorte à ce qu'il y ait davantage de relations entre les communes, les collectivités territoriales marocaines et celles de notre pays. Donc voilà, sans être exhaustif, ça a été donc l'occasion pour l'ensemble des maires qui étaient présents de prendre, c'est le lieu de prendre des cartes de visite et de faire des échanges, et c'est par la suite que chacun pourra apprécier l'apport de ce sommet quant à l'activité, son projet, les projets dans sa commune. Très bien. Justement, je voudrais vous demander quel rôle jouent les collectivités dans la résolution des problèmes qui minent le continent africain, quand l'on sait que tout part de la base, et la base, ce sont les collectivités. Oui, tout à fait. Comme je viens de vous le dire, la charte africaine l'affirme. C'est que chacun sait que le développement ne peut se faire loin de la base. Et donc, c'est pour cela que les collectivités territoriales ont été reconnues, tant au niveau continental qu'au niveau mondial, que c'est le lieu où le développement de proximité, la gouvernance locale peut être réalisé. C'est auprès des populations. C'est pour cela que le thème d'ailleurs d'Africité était réaliser le futur de l'Afrique avec les peuples. Et c'est tout dire. C'est donc l'importance des collectivités territoriales dans le développement local et dans la gouvernance locale. Donc cette importance-là est
mondialement reconnu et de plus en plus affirmé. Et nous, notre combat, c'est de faire en sorte à ce que le transfert des compétences et le transfert financier soient concordants, de manière à ce que les missions que l'État confie aux collectivités territoriales, que ces missions puissent être remplies convenablement. Parce que si vous avez des transferts de compétences, que vous n'avez pas les compétences, les ressources financières et humaines qui vous sont transférées, il va de soi que la décentralisation n'aura pas de sens. Transfert de compétences, transfert financier, justement pour vous permettre de réaliser vos projets dans les communes. Vous en avez à Yopougon, justement. Tout à fait. Nous avons beaucoup de projets qui partent du visible à l'invisible. Du visible, donc, vous avez vu la mairie que nous avons réalisée. Mais du point de vue culturel, nous avons un projet, c'est la première fois qu'une commune élabore un plan stratégique de développement culturel. Et donc, ce projet important qui est en cours, qui a été reconnu à Mexico comme une bonne pratique, se donne le projet de réaliser un centre de formation musicale dans tous les domaines, que ce soit moderne ou traditionnel, et de faire en sorte à ce que des artistes, vous savez très bien la place de Yopougon dans, comment dirais-je, au niveau de la culture, au niveau de la musique. Au niveau de la musique, nous avons voulu donc capitaliser tout cela en donnant la possibilité aux jeunes de Yopougon d'apprendre à jouer à un instrument, d'apprendre à danser, et au-delà de la danse... Ce centre sera où? Ce centre c'est l'ancien restaurant universitaire qui se trouve donc au Toit Rouge. Cet ancien restaurant universitaire que nous avons décidé de transformer. Et à cela sera couplé donc un ensemble de bibliothèques. Nous avons dans le projet initial, il y a 6 bibliothèques qui sont prévues, parce qu'on ne peut parler de culture si nos jeunes n'apprennent pas à lire, danser bien entendu, chanter bien entendu, ça fait partie de la vie, mais il faut aussi savoir lire et lire. Et aujourd'hui, la bibliothèque, ce n'est pas seulement le livre matériel, mais c'est aussi le livre, comment dirais-je, numérique. Donc, les technologies de l'information et de la communication. De livres. Tout à fait. Voilà. Monsieur le Président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Koné Kafana, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce magazine, c'est également la fin de cette édition. Merci de suivre RTI 1. Merci, une fois de plus.